Bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline Argois, je travaille au sein d'ADN Ouest en tant que chef de projet et j'anime avec les adhérents les départements Finistère et Côte d'Armor. Et on remercie le WIN pour l'accueil aujourd'hui dans leurs locaux. Et puis je vais laisser la parole à Stéphane pour se présenter également. Bonsoir à tous, bonsoir Sandrine, bonsoir Caroline. Effectivement, merci le WIN pour l'organisation de cet événement. Et donc, je suis adhérent d'ADN Ouest par l'intermédiaire de mon entreprise Elena Santé qui gère des établissements de santé. D'où pourquoi effectivement notre présence. Donc bonjour à toutes et à tous, Sandrine, je fais partie de l'équipe WIN du Centre de l'innovation du CHU de Brest. Donc on est très content de vous accueillir ce soir pour cet événement dédié à l'intelligence artificielle. On en reparlera tout à l'heure, mais bienvenue à toutes et à tous. Et pour ceux qui sont au fond, n'hésitez pas à vous installer sur les dernières chaises qu'il reste. Merci. Donc, je vais vous présenter rapidement l'association ADN Ouest. Donc, on est un réseau de professionnels du numérique qui est présent sur 2 régions, Bretagne, Pays de la Loire. Donc, c'est une association qui regroupe un peu plus de 700 entreprises sur ces 2 régions-là. Et avec tous ces adhérents, on a le bonheur d'organiser une centaine d'événements chaque année sur diverses thématiques liées au numérique. Il y a également des communautés thématiques qui sont indiquées là. Vous en voyez 7 à l'écran. Et notamment la communauté santé qui est représentée ce soir par Stéphane qui a fait le déplacement depuis Nantes pour animer cet événement au WIN à Brest, qui présentera juste après. Et voilà, on ne va pas y passer forcément plus de temps, je vais laisser présenter la communauté de santé. Rebonjour, donc une communauté de santé, c'est une animation, c'est surtout une histoire de partage. C'est souvent des adhérents qui viennent d'horizons différents. Et donc c'est soit de sensibiliser à des secteurs, la cybersécurité, qu'on soit dans la santé ou ailleurs, on la retrouve souvent. Ça peut être aussi de la veille technologique, l'intelligence artificielle ce soir, ça en fait partie. Et surtout aussi rencontrer, échanger avec des gens. Voilà, des gens qui ne sont pas toujours dans la santé, mais qui permettent d'avoir un œil différent. Apprendre et partager son expertise, puisque aujourd'hui, dans son domaine, tout le monde a une expertise, et c'est souvent le partage qui permet de s'enrichir et de progresser les uns les autres. Et donc, sur la partie santé, on a aujourd'hui 4 thématiques, puisque effectivement, avec le nombre d'adhérents et puis le temps dont on dispose, on a effectivement 4 thématiques qui sont comprendre les enjeux numériques en santé, puisque depuis pas mal d'années, sous l'impulsion aussi de Dominique Ponce, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites côté santé, notamment côté réglementaire, côté évolution. Et puis aussi, c'est au-delà de nous, c'est aussi tout ce qui est parcours pour les patients, les prises en charge, parce qu'on s'aperçoit souvent pour le handicap, notamment que ce n'est pas toujours facile de connaître à qui s'adresser, où faire les demandes, et qu'il faut toquer à beaucoup de portes avant d'avoir la réponse. Et puis aussi, on va le voir ce soir, ça en fait partie, pour mieux prévenir et diagnostiquer. On va le voir avec notre premier intervenant. Et puis on participe à pas mal de projets pour aider les entreprises. Alors c'est vrai que le panorama IA, dont je dirais pour ce soir, mais aussi on fait tout ce qui est autour de l'handicap, comment aider les prises en charge. Et puis aussi on fait tout ce qui est Hacking Health, ce sont des regroupements de start-up et les aider à progresser pour arriver à industrialiser leurs produits et à mieux le vendre dans le marché. Et puis la cartographie des acteurs, c'est aussi, comme vous le voyez, même pour vous dans la santé, pour vous adresser à quelqu'un pour des soins, pour intervenir chez vous, c'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser. Et puis, comme l'a dit Caroline, vous le voyez dessous, je ne vais pas les lister puisqu'on pourrait y être jusqu'à 20h. On fait beaucoup d'événements, dont je dirais celui-ci ce soir, qui est un premier événement important en tout cas, puisque ça regroupe les deux gros départements avec la Bretagne en tout cas. Et je dis bonjour aussi à mes collègues nantais qui nous regardent à distance ou qui sont chez Wellium en parler. Merci, puis on va te laisser présenter le WIN. Merci. Peut-être donc quelques mots sur WIN ce soir. WIN, qu'est-ce que c'est ? We Innovate pour le centre de l'innovation du CHU de Brest qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant avec l'objectif un peu fou de démocratiser le plus largement possible les innovations en santé et d'être un lieu de rencontre et d'innovation pour plusieurs catégories de personnes. L'idée était de mettre en relation dans ce tiers-lieu d'expérimentation en santé des collaborateurs du CHU, soignants ou médicaux qui avaient peut-être un
projet d'innovation ou une problématique de santé qui nécessitait finalement qu'on y réfléchisse avec des technologies autres, de mettre en relation des startups et des PME qui, j'en vois certains dans la salle, sont venus toquer à la porte en nous expliquant qu'ils avaient un projet innovant en santé et qu'ils aimeraient pouvoir expérimenter leur dispositif, des associations de patients ou des patients qui rencontraient une problématique de santé ou une problématique dans leur parcours de soins qui nécessitait qu'on y réfléchisse aussi et qu'on innove dans leur parcours, des étudiants, des ingénieurs qui avaient aussi le projet de développer certaines recherches ou thèses et des partenaires financiers qui ont aussi répondu présents et je les en remercie pour venir aider au financement de ces projets. Vous voyez le petit logo en bas à droite, France 2030, ce logo il n'est pas là par hasard. C'est parce que le centre d'innovation WIN a été labellisé très récemment tiers-lieu d'expérimentation en santé numérique dans le cadre de l'appel à projet national France Stratégie 2030. Donc on en est très heureux. Et voilà une diapositive qui rapporte peut-être quelques chiffres clés. Qui sommes-nous ? Je viens de vous le dire, un centre d'innovation qui est avant tout un lieu de rencontre pour permettre les possibles d'innovation en santé. 35 projets actifs, dont 20 lancés en 2021. Le chiffre est bien plus important aujourd'hui. L'origine des projets, ils sont portés essentiellement par les startups pour l'instant. 60% des startups viennent frapper à notre porte, 40% des agents du CHU, et c'est un de nos objectifs aussi dans le cadre du tiers-lieu, augmenter cette part de participation interne dans les projets retenus. Les financements obtenus avant le tiers-lieu d'expérimentation en santé étaient de 516 000 €. Bien évidemment, avec la labellisation tiers-lieu d'expérimentation en santé, on a pu bénéficier d'un investissement France Stratégie 2030 assez important qui nous permet pour 3 ans de pouvoir accompagner le plus largement possible 10 projets qui auront été listés. Sollicitation start-up 173 en 2021, on en est à plus de 250 aujourd'hui, donc on voit que la dynamique est en route. Mais je ne vais pas vous mobiliser toute la soirée, en tout cas sur ça, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler plus précisément avec 3 projets qui vous sont présentés ce soir. Merci Sandrine pour cette présentation. Juste pour information, donc il y a des personnes en présentiel ce soir au WIN à Brest, des personnes qui sont en retransmission à Saint-Herblain dans les locaux de William, donc un autre adhérent d'ADN Ouest, membre actif de la communauté santé. Tout à fait. Donc ils sont aussi une équipe là-bas. Et il y a des personnes qui sont en visio, on ne sait où. Donc si vous avez des questions pour les présentations qui vont suivre, n'hésitez pas à... Donc pour les personnes qui sont à Saint-Herblain, vous avez mes collègues Arnaud et Marina qui sont présents sur place pour récolter vos questions et ils me les transmettront. Et pour les personnes qui sont en visio, dans le YouTube, vous pouvez poser vos questions et on va les regarder pour les poser aussi aux intervenants. Et pour ceux qui sont ici, vous avez qu'à lever la main. Voilà. Et je te laisse toute la parole et je vais inviter donc le premier intervenant à rejoindre Stéphane. Tout à fait. Bonsoir, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'effectivement, merci pour les présentations, mais l'objectif ce soir, c'est de faire 2 retours d'expérience. Et donc le premier qu'on va voir avec David ici, c'est concernant tout ce qui est, je dirais, prévention des risques au travail. Et donc je vais lui laisser présenter toute sa valise. Donc on va voir tous ces trésors qu'il va pouvoir nous dévoiler avec son produit. Toi, David. Merci beaucoup Stéphane, très heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter en fait le concept que nous avons développé qui s'appelle donc TMS Studio. Donc je suis le président fondateur de la société. Nous avons créé cette société donc initialement à Camaret-sur-Mer. Donc en fait on s'est positionné loin des grands centres pour finalement profiter de cet espace de vie qui nous est préservé ici en Bretagne et essayer finalement d'être innovant dans un endroit qui nous fait plaisir à vivre. Donc le produit que nous avons développé s'appelle TMS Studio. TMS, c'est troubles musculo-squelettiques, et l'idée du studio, c'était d'utiliser une technologie du cinéma et du jeu vidéo pour pouvoir donc faire de l'analyse fonctionnelle. Donc la technique que nous avons utilisée, c'est la motion capture. La motion capture qui finalement
se déploie par l'intermédiaire de capteurs que l'on positionne sur les articulations et qui nous permet en fait de mesurer par l'intermédiaire d'un avatar les amplitudes angulaires et de considérer les mouvements qui sont des mouvements de 3 types. Le premier type, c'est des mouvements qui finalement n'entraînent aucun risque à leur pratique. Les seconds sont des gestes qui entraînent des fatigues en fait, des fatigues soit temporelles, soit ou temporaires, soit permanentes. Et puis évidemment, il y a des gestes un petit peu plus contraignants qui sont des gestes douloureux. Et l'idée, c'est que dans la vie courante, nous passons sans trop s'en rendre compte d'un geste non contraignant à un geste douloureux. On enchaîne sans arrêt ce type d'opération et on ne le quantifie pas. Alors dans la vie courante, on pourrait dire que ça n'a pas vraiment d'impact, mais dans la vie professionnelle, ça en a un énorme parce que évidemment la vie professionnelle, c'est une vie usante, hein, on parle d'usure au travail et dans cette notion, il peut y avoir donc la notion de dégradation de la santé pour le collaborateur, pour l'individu, et évidemment l'arrêt de travail qui amène des perturbations dans l'ensemble de la chaîne de production. Alors là, il y a quelques chiffres sur le contexte, général. Donc en fait, on est à près d'1 milliard d'euros d'argent finalement collectif, parce que ce sont les collectivités qui portent les arrêts de travail quand ils interviennent. Ça représente donc 95% des maladies professionnelles, ce qui est évidemment fondamental. Et sous couvert du premier milliard, il y a donc une autre somme qui peut être estimée, c'est le nombre d'arrêts de travail et donc toutes les perturbations dans le processus d'organisation de la production. Donc ce chiffre-là s'élève à 10 millions. Il y a 10 millions d'années, de journées de travail dans lequel la perturbation des TMS est fondamentale. Donc nous, ce que l'on a développé, vous l'avez ici, c'est une solution qui permet de saisir le monde réel par l'intermédiaire d'une caméra et ce monde réel a un double numérique, si l'on veut, qui est le double numérique que l'on crée à partir ou au travers d'un avatar qui, lui, est émulé en 3D par l'intermédiaire d'une combinaison intégrale équipée de capteurs. Alors l'idée de TMS Studio, c'est de proposer un concept global que vous retrouvez ici, donc packagé dans la valise. Je l'ai amené avec moi pour vous la démontrer. Donc la notion de concept global permet aussi de comprendre le modèle économique. L'idée que nous avons, c'est que l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, est en mesure par elle-même de réaliser l'enregistrement de la séquence de travail. Et pour ce faire, en fait, on va lui transmettre cette valise qu'il va recevoir par transporteur et il peut être complètement autonome à son usage. Voilà, donc en fait, une solution extrêmement simple qui se met en œuvre extrêmement rapidement et qui permet à tout à chacun d'enregistrer les séquences de travail. Ensuite, le résultat, en fait, il se décompose, comme je l'ai dit, en 3 gestes et on quantifie articulation par articulation, des contraintes et on colorie, si on veut, les gestes suivant 3 couleurs. Le vert, évidemment, pour les gestes non contraignants, le orange pour les gestes fatigants et le rouge pour les gestes entraînant des douleurs. Et évidemment, par un effet quantitatif, on voit immédiatement articulation par articulation quelle est la contrainte biomécanique sur le poste. Alors nous commençons par la contrainte biomécanique, étant entendu que la chaîne est bien plus importante dans le monde de l'ergonomie, mais malgré tout, une douleur entraîne en conséquence une usure psychologique et mentale qui parfois en fait va entraîner des éléments bien plus contraignants qui peuvent aller jusque la dépression. Donc en commençant par la base, c'est-à-dire la santé corporelle, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi un individu est en souffrance qui sera dans ce cas-là un petit peu plus psychologique.
Donc la valise arrive comme ceci chez le client, et en fait il va y trouver donc l'intégralité des éléments, donc un iPad que vous voyez pour filmer la séquence de travail, parce que l'avatar lui évolue dans un milieu neutre, hein, donc il faut faire la comparaison ou du moins la synchronisation entre le réel et l'animation numérique. Nous avons donc dans la valise les combinaisons en différentes tailles, évidemment, hein, parce que entre un homme d'1,90 m et une jeune femme d'1,60 m, évidemment, il faut pouvoir donc compenser la différence de taille. Donc on a 4 tailles entre le S et le XL dans la combinaison, et vous avez les jeux de capteurs que vous voyez ici sur la droite. Donc pourquoi une combinaison? On aurait pu positionner les capteurs individuellement sur les articulations. En fait, positionner un capteur, c'est 30 secondes, 45 secondes. Il y en a 17. Donc en fait, vous voyez que ça peut être assez rapide, assez lent de mise en œuvre. Et quand on est dans le monde du travail, il faut intervenir excessivement rapidement. Et évidemment, la combinaison a le grand intérêt d'être endossée de manière extrêmement rapide. Et donc, nous sommes directement au cœur du mouvement par l'intermédiaire de cette combinaison qui permet d'être enfilée extrêmement rapidement. Donc la combinaison, vous l'avez ici. Alors tout ça, c'est une longue démarche qui vient finalement de mon parcours. Moi, j'étais plutôt industriel, j'étais dans le monde de la machine-outil. Le monde de la machine-outil européenne est très concurrencé par les pays à faible coût de main-d'œuvre, en fait. Et la variable d'ajustement dans le monde du travail, c'est l'individu. Et donc évidemment, c'est peu, valeureux de considérer que finalement notre activité de travail, donc nous sommes des professionnels dans le monde du travail, est vraiment considérée comme la variable entre la vente, la production, la livraison et la fabrication. Et donc autour de cela, évidemment, vient s'imposer la notion de santé au travail, et vous avez vu que cette donnée a été prise en compte par les pouvoirs publics parce que c'est rentré dans le cadre aujourd'hui de la loi. Nous devons prendre collectivement attention à nos santé, et tout ça vient d'études qui ont été menées, qui montrent, mais il a fallu des études pour finalement le valider, qu'un individu en bonne santé est aussi un individu qui apporte à son entreprise une productivité supplémentaire. Bon, il y a un prix Nobel là-dessus, mais on aurait pu y venir assez vite. Donc le jeu des couleurs, vous l'avez ici par l'intermédiaire des résultats que l'on affiche, et on va donc livrer après un enregistrement 2 livrables, 3 livrables évidemment. Les 2 livrables sont pour le premier une vidéo dans laquelle on va avoir l'enregistrement réel qui va donc superposer l'animation avatar. Nous allons pouvoir donc dans cet enregistrement avoir donc différents diagrammes pour montrer les moments où nous dépassons les différentes phases dont je vous ai parlé, le vert, le orange, le rouge. Dans quel moment et dans quelles circonstances arrive-t-on à exposer la santé des collaborateurs? Tout ça est bien défini par l'intermédiaire du jeu analytique des vidéos. Quand on a donc cette vidéo qui permet vraiment d'avoir une vision globale et large, on va fournir un document PDF qui va reprendre l'ensemble des informations. Et le 3e livrable, en fait, c'est le conseil qu'on va pouvoir donner. Et là-dessus, finalement, il y a 2 politiques. Soit les entreprises sont suffisamment structurées pour avoir en interne leur propre personnel, souvent leur propre ergonome ou leur propre service de santé-sécurité au travail, ou bien ils vont faire appel à nous pour essayer de comprendre la problématique biomécanique, et puis on va s'appuyer nous sur nos compétences. Moi je suis de base en fait ingénieur en organisation des systèmes automatisés et des systèmes de production, et en fait d'une manière assez simple on va toucher à l'un des points de l'ergonomie qui est l'environnement, l'environnement de travail, comment s'insère l'individu dans son environnement, et est-ce que cet environnement est adapté à sa pratique. Alors ce sont des éléments relativement simples, parce que finalement évidemment on a expurgé
les grosses complexités qui étaient les grosses complexités fordiennes, hein, si on revient à l'époque de la productivité acharnée. Mais maintenant, on se retrouve dans des interfaces entre un poste de travail et un autre. Et souvent, en fait, la douleur, la pénibilité va se trouver entre les deux postes. On fait une tâche très bien, elle a bien été surveillée par les services concernés. On va passer à une deuxième machine dans la même opération de production et ça va aussi bien se passer. Mais entre les deux, en fait, là, il y a un gros manquement, personne n'a étudié, et puis on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, il se passe des choses assez, finalement, presque effroyables, en fait. Et le grand intérêt, c'est que la combinaison est finalement un juge de paix assez neutre, voire très neutre. Elle n'est pas syndiquée, au demeurant, ni au MEDEF, ni à la CGT, et en fait, elle va être un parfait médiateur pour, je dirais, trouver des solutions qui sont souvent des solutions de médiation ou d'intelligence entre finalement deux principes qui sont quand même relativement différents dans le monde de l'entreprise. Ici, vous avez donc les rapports ou des extraits de rapports tels qu'on les produit. Et vous voyez, moi j'aime beaucoup m'appuyer sur la feuille du milieu où on voit donc cette silhouette sur laquelle sont positionnés les différents camemberts, comme on dit, avec les fameuses couleurs verte, orange et rouge. Et très très vite, nous nous apercevons en fait de problèmes qui peuvent être des problèmes tout simples de déséquilibre. Et souvent, quand il y a un déséquilibre, c'est que l'on va compenser en fait une douleur déjà existante. Et voilà, ce déséquilibre-là va apparaître par l'intermédiaire de ce jeu de couleurs. Et on va comprendre par l'intermédiaire de la relation que nous avons avec le collaborateur quand il est en train de travailler que finalement ce déséquilibre est lié au fait qu'il souffre déjà d'un autre côté, le côté qu'il souhaite protéger finalement. Et donc il conduit à la double peine. Alors dans ce contexte-là, vous avez compris qu'il y avait énormément d'avantages, hein, donc je ne vais pas revenir sur l'idée du gain de temps, de l'analyse, parce qu'en fait ce que nous faisons, les ergonomes le faisaient déjà, hein, ils ne nous ont pas attendu pour le faire, mais eux le faisaient d'une manière assez basique. Ils prenaient des photos sur le poste de travail, donc un échantillon de position, et il faisait une analyse ergonomique sur un échantillon comme ceci. Nous, on le fait 60 fois par seconde. Le travail qu'il faisait sur une photo, nous, on le fait 60 fois par seconde, 24 images par seconde dans une vidéo, donc 60 fois 24. Vous imaginez le nombre de fois où on est capable d'itérer l'analyse. Donc un gain de temps très important. Évidemment, on va améliorer les formations et l'accompagnement des collaborateurs sur le poste de travail en leur apportant des informations, en les accompagnant de mieux en mieux. On va produire, vous avez vu les documents qui vont être des documents de synthèse. On va pouvoir donc optimiser les postes de travail avec un avant, comment ça se passait avant et comment ça se passerait après, si on faisait un investissement. Alors actuellement, vous connaissez peut-être que le monde du travail est très très tenté par l'exosquelette. Et en fait, l'exosquelette est un piège, comme une tarte à la crème en fait générale, dans lequel on peut tomber facilement, parce qu'en fait, il y a des exosquelettes très caractérisés, très verticalisés. Certains exosquelettes sont bons pour certaines tâches et sont relativement dangereux pour d'autres. Et nous allons intervenir pour éviter l'erreur grossière, c'est-à-dire que l'on va donc analyser le poste de travail avant l'usage de l'exosquelette. On va l'utiliser pendant l'usage et on va faire la comparaison des deux situations. Et donc évidemment, ça va permettre de garantir le dirigeant qui ne fera pas un mauvais investissement. Au demeurant, c'est toujours dommage de jeter de l'argent par la poubelle, hein. Et de l'autre côté, on va aussi pouvoir convaincre le collaborateur que l'usage de cet exosquelette est bon pour lui. Et en fait, on est tous un petit peu pareil, hein. Le monde de l'entreprise, c'est très bien. Mon patron, il est très gentil. Mais au demeurant, ce qui m'intéresse, c'est ma santé, hein. C'est la vision très personnelle, très centrée que nous avons sur notre bien-être, et c'est tout à fait compréhensible.
Voilà, donc on peut adapter les ressources, évidemment. Hein. On a fait quelques, je vous donne une petite anecdote, on a fait quelques mesures sur des préparateurs de commandes chez Amazon notamment. Amazon faisait rentrer ses machines dans des pays avec des archétypes en fait professionnels un peu je dirais massifs, quoi, de grande taille, et il faisait travailler des femmes dans l'atelier où on a été. C'était des femmes qui devaient utiliser des machines conçues pour des grands hommes costauds, typologie hollandais, quoi. Et donc évidemment ça crée des perturbations très fortes, et sur ces machines-là, autant ne pas solliciter le diable et le problème, et autant donc essayer d'adapter au mieux, donc compte tenu des ressources que l'on a, tant physiques que comment dire que productives dans le sens humain. Et on peut évidemment évaluer d'une manière régulière la problématique, et vous savez que la loi va pousser de plus en plus à l'idée de la préservation de la santé tout le long de la vie au travail. Et donc évidemment notre idée c'est d'être repéré par les puissances publiques et de rentrer dans ce qu'on appelle le document unique, qui permet d'avoir une fiche suivant l'individu tout au long de sa carrière. Et comme ça on peut voir la dégradation de son état physique eu égard au travail qu'il utilise, ou bien au contraire, une progression liée à des efforts qui sont des efforts finalement réalisés par l'entreprise, mais aussi par la collectivité. Alors, tout ça, c'était évidemment notre point principal, qui est le point lié au travail, hein, les troubles musculo-squelettiques. Mais quand on fait de l'analyse de mouvement, nous sommes amenés, et dans le monde du travail aussi, à rencontrer des sportifs, finalement. Et nous avons été sollicités pour analyser des mouvements dans le cadre du sport. Et en fait, nous avons analysé 3 sports un petit peu individuel. Le premier sport, c'était le golf. Le deuxième sport, c'était le tennis. Et la vidéo que je voulais vous montrer ici, parce qu'elle est caractéristique, c'est le tumbling. Alors pourquoi le tumbling et pourquoi nous avons décidé de focaliser sur le tumbling? C'est pour faire une petite différence avec notre collègue qui présentera tout à l'heure. Le tumbling, vous savez, c'est un sport de rebond où finalement un gymnaste prend de l'élan et sur une cinquantaine de mètres va réaliser des pirouettes, des saltos, des sauts de main, enfin des mouvements très caractéristiques, souvent sans l'appui des mains. Et donc évidemment pour suivre efficacement le gymnaste, qui va vraiment très vite, hein, parce que c'est un sport extrêmement dynamique sur l'intégralité de la piste, en fait, il faut être au cœur du mouvement, et c'est dans ce sens que la combinaison est très intéressante, quoi, en fait, parce que sur les 50 mètres que fait la piste, on est en mesure de réaliser. Alors là, nous étions au Mans. Et au Mans, il faut que vous sachiez qu'il y a donc des équipes, hommes et femmes, qui finalement représentent très favorablement le sport français, parce que c'est dans cette pépinière que nous retrouvons le plus de médaillés olympiques dans ces disciplines. Donc discipline du tumbling et discipline du trampoline, parce que les deux sont très liés. Et donc évidemment, là vous voyez quelques exercices, et vous voyez donc les résultats en vert, orange, rouge qui s'affichent, et nous pouvons dire que dans quelles conditions il y a des risques qui sont des risques pour la santé. Alors là, c'est plutôt des risques qui sont des risques de rupture immédiate. On n'est pas dans l'usure, on est dans le risque de l'entorse, l'arrachement ligamentaire et autres sujets. On peut peut-être la repasser si vous voulez pour que nous puissions voir ça. Alors ce que l'on constate, et
c'est là après où le sport a une influence sur le monde du travail, c'est que finalement, la manière dont on va faire son activité professionnelle, finalement, va être traitée de deux manières. Et je vais vous parler d'un sujet que nous avons traité, qui était le travail des postiers. Alors vous savez que le travail des postiers, ça ne se contente pas de distribuer les courriers que nous recevons le midi. Hein. Eux, ils commencent donc vers 4h du matin, et à 4h du matin, ils font le tri du courrier en fonction de la tournée qu'ils vont faire en voiture pour venir nous déposer donc les lettres et colis dans nos boîtes aux lettres. Et en fait, il y avait dans l'atelier, c'était à Roubaix, il y avait deux typologies de travailleurs, et la Poste en fait est obligée d'anticiper ces notions-là. C'est les notions de départ à la retraite, hein, parce que finalement il y a eu un boom du recrutement à un certain moment, et aujourd'hui donc il y a un départ à la retraite avec le remplacement d'anciens facteurs ou factrices par une jeune génération. Et nous, la comparaison sportive a été tout à fait extraordinaire, parce que nous avons donc enregistré le mouvement de femmes qui avaient une carrière très longue en termes de distribution de courrier devant leur pupitre de rangement de lettres. Et en fait, je peux vous dire que là, j'ai vu une sportive de haut niveau. Et en fait, le sportif de haut niveau a une caractéristique particulière qui est le gainage. Voilà, alors moi j'ai appelé ça en fait comment une sensibilité particulière à la dignité au travail, quoi, vous comprenez? Et donc devant son poste, vous aviez une sportive de haut niveau qui, de manière tout à fait élégante d'ailleurs, positionnait comment dire, le courrier dans les boîtes. Quand on a analysé donc le résultat, cette notion de gainage et de dignité au poste a mené en fait un personnage de couleur très verte, tirant vers le vert, impressionnant. Et dans le même temps, nous avions donc un plus jeune collaborateur, il venait d'arriver dans l'entreprise, et évidemment parce que nous avons les contraintes d'intégration dans l'entreprise, et que l'intégration et que le travail est un environnement social. Et donc en fait, ce jeune, un petit peu dégingandé, était souvent en train d'interroger son environnement pour savoir s'il faisait bien, pour savoir si, etc., etc. Et donc, en fait, dans cette démarche, qui était une démarche un petit peu, je dirais, libre, on pourrait dire cool, on a analysé en fait la contrainte. Je peux vous dire, et lui, il a compris, que dans cette attitude-là, il ne fera pas la carrière longue de sa collègue. Et donc, en fait, ça lui a donné aussi l'idée qu'il y avait, sans que cela ne se dise vraiment, comme une transmission entre, je dirais, deux échelles différentes de carrière. Et donc là, la notion, oui, quasi importante de la pratique sportive, qui se fait effectivement dans nos temps de loisirs, mais qui, dans le monde du travail, prend une importance considérable. On a vu la même chose, et ça se reproduit extrêmement souvent, j'ai vu la même chose dans le monde de l'impression. Alors l'impression, c'était l'impression des billets de banque, voyez-vous, c'était quand même extraordinaire. À Rennes, vous savez qu'il y a une entreprise qui imprime les billets, et ils doivent mettre sur les machines des plaques de papier, voyez-vous, en épaisseur assez épaisse. Et c'est un peu comme on manipule un matelas, vous voyez ce que je veux dire? C'est un corps très mort, et donc en fait il y a beaucoup d'efforts. Et en fait là aussi on a vu deux pratiques, un collaborateur qui était pratiquant des arts martiaux en fait, et là vous aviez cette rigueur et ce gainage qui protégeait par nature sa pratique en fait, et de l'autre côté quelqu'un qui était peut-être moins aguerri à la pratique sportive, qui se mettait par de même en difficulté ou en danger. Et les sujets dont je vous parle sont extrêmement sensibles et peuvent être aussi dangereux, parce que comment dire, nous ne sommes pas dans le monde du travail positionnés sur un choix sélectif d'aptitudes de ce type-là en fait, hein. Donc en fait l'égalité au travail est un point important, donc ces messages-là ne peuvent être portés que d'une manière extrêmement subtile, parce qu'évidemment ça peut créer des traumatismes au niveau de la personne, des différences au niveau des équipes, et évidemment des perturbations au niveau du couple essentiel entre la direction et les collaborateurs.
Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Stéphane. De rien. On va laisser effectivement pour que tu puisses continuer après quelques sauts périlleux, tout ça. Si effectivement dans le public il y a des questions, que ce soit à distance ou ici présent, est-ce que ça veut dire qu'en fait on dépasse les amplitudes qui sont les amplitudes qui nous permettent d'être en protection naturelle en fait. Et quand on dépasse ces amplitudes angulaires, on est effectivement en risque de déclarer dans ce cas-là, parce que c'est très ponctuel, de déclarer une blessure. Et donc évidemment l'important pour le gymnaste comme pour l'entraîneur, c'est de savoir à quel moment du geste le gymnaste se met en danger et évidemment soit de modifier la chorégraphie ou soit d'apporter quelques éléments de modification à l'entraînement. Voilà. Oui. Valérie de Vauchel, merci beaucoup. Merci. Moi j'ai également une question qui rejoint un peu celle de ma collègue, c'est comment la machine là définit qu'un geste est traumatisant ou pas. En dehors, là, vous nous avez dit les angles, ok, mais il y a plein d'autres choses qui font qu'un geste est. Oui, exactement. On a la répétition, action-réaction, la répétition. Alors dans le monde du travail, comment ça a été fait tout ça avant? Vous disiez qu'avant vous il y avait les travail des ergonomes, mais c'est ça qui exactement. a été mis dans la. Ouais, nous sommes appuyés sur cette longue expérience des ergonomes en fait. On a juste introduit la donnée pour qu'elle soit traitée numériquement, mais ce travail-là, qui était le travail de seuil, avait été réalisé et validé par des études scientifiques précédemment. Donc nous, on s'appuie là-dessus, mais effectivement, il y a des éléments qu'on ne sait pas mesurer. Donc dans le monde du sport, c'est le problème de l'action-réaction. Quand je pose mes mains pour le saut périlleux, je n'ai pas le retour du tapis, par exemple. Je ne sais pas le mesurer. Enfin, du moins, nous, on ne le fait pas. Et évidemment, cet élément de contrainte physique et mécanique, il est extrêmement important. Au niveau du travail, c'est le poids. Par exemple, évidemment, on va porter des masses. Alors, on l'appréhende un petit peu mieux, mais on l'appréhende pas en temps réel. En temps réel, on ne sait pas encore en fait appréhender des masses. C'est en train de venir par intermédiaire. Vous avez peut-être entendu parler de ça, de semelles connectées, qui sont en mesure de renvoyer un signal électrique ou numérique, et on est capable d'appréhender ce signal pour savoir quelle est la masse portée au moment du travail. Mais nous venons a posteriori, au moment où la personne porte son poids, on vient rajouter manuellement dans la vidéo le début du port de charge et la fin du port de charge. Voilà. Et ça a une incidence sur le calcul, bien sûr. Alors l'outil dénote les dérives et après c'est le travail de l'ergonome justement de pouvoir donc apporter son conseil pour améliorer les choses. Alors il l'apporte soit par l'intermédiaire de formation, vous avez peut-être tous entendu parler de la formation gestes et posture, et quand cette formation n'est pas suffisante, en fait on va essayer d'intervenir au niveau du poste de travail en faisant des modifications. Et le poste de travail, il y aura deux types de modifications, des modifications finalement d'adaptation à la morphologie de l'individu, ou bien des modifications plus importantes avec l'apport d'automatisation en fait. Heureusement, la machine ne va pas remplacer l'homme. Faut bien garder un peu l'homme quand même. On est complètement finalement dans ce débat. Quand je parlais de variables d'ajustement, l'ergonomie est une discipline relativement nouvelle qui est née et qui a explosé à partir des années 80. Et les années 80, c'est le thatcherisme en Angleterre. Donc en fait, cette notion ultralibérale du travail a amené des perturbations. Et effectivement, le corps soignant, les ergonomes sont finalement un amortisseur qui amène le type de questions que tu as posées. Parfois considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, mais en fait on s'aperçoit que sans cette prise en compte, l'entreprise tourne plus carré qu'elle ne tourne bien. Merci David.
cette Merci beaucoup, présentation. Stéphane. À tout à l'heure Merci. pour les questions complémentaires. Merci à vous. Donc là, on va accueillir Victor, puisqu'on va être sur un peu moins de sauts périlleux ou autres. On va être un peu plus terre à terre. Merci Et puis, un peu moins installé dans le fauteuil, hein, puisqu'on va faire un petit peu de sport quand même. Donc je vais laisser Victor nous présenter sa solution pour être moins blessé, en tout cas, ou en tout cas être plus performant si on prend l'opposé. Bonsoir à tous, donc je suis Victor Dequitte, cofondateur et directeur technique de l'entreprise Ochi. Et aujourd'hui, je vous amène également dans finalement la compréhension du mouvement, mais avec une approche un petit peu différente. Déjà parce qu'elle concerne un secteur différent, le secteur du sport, mais plus particulièrement de la course à pied. Et ensuite parce que notre approche, elle se base non pas sur des capteurs, mais sur une approche de la compréhension de l'image par ordinateur, par intelligence artificielle. Donc, comme je vous le disais, nous, on a créé une application mobile qui comprend la foulée des coureurs pour les aider à améliorer leur posture de course, pour diminuer leur risque de blessure, mais également augmenter leur performance. Donc déjà, qui sommes-nous? Pourquoi est-ce que nous avons créé Ochi? On va commencer par une petite histoire. Donc nous sommes 3 cofondateurs que vous pouvez voir ici. Donc il y a Keldon et Perrine Evans, qui sont tous les deux d'anciens athlètes de haut niveau. Aux États-Unis en 400 mètres. Donc dans leur carrière, ils ont eu la chance de bénéficier d'analyses biomécaniques dans des laboratoires pour les aider finalement à soit se remettre de leurs blessures, soit s'améliorer dans leur pratique. Donc leur constat, et que je partage, c'est que en fait aujourd'hui ces analyses biomécaniques, elles sont cantonnées à des labos et privilégient des athlètes de haut niveau, et il n'existe pas d'outils pour les coureurs amateurs ou qui ont envie d'atteindre leurs objectifs, pour les aider à gagner en performance et anticiper un petit peu ces blessures et progresser. Donc notre idée, ça a été finalement de sortir le laboratoire du laboratoire, de l'amener sur le terrain pour que le plus grand nombre en bénéficie. Donc notre but, c'est de réduire les douleurs et d'aider les personnes à finalement atteindre leurs objectifs. Perrine aussi, que vous avez vu à l'image, a travaillé 8 ans justement dans ces laboratoires d'analyse biomécanique, et c'est elle qui nous aide dans cette expertise de compréhension du mouvement humain. Donc aujourd'hui, il y a 480 millions de coureurs non professionnels qui se blessent chaque année à travers le monde. 40% finalement pourraient éviter ces blessures si ils travaillaient sur leur biomécanique, s'ils travaillaient sur leur posture de course. Donc vous l'avez vu, évidemment, il y a des chiffres. Les coureurs sont toujours plus nombreux à participer au marathon ou même à courir pour leur hygiène, pour leur santé. Mais finalement, l'accessibilité de ce sport fait que le plus grand nombre se lance, mais sans se poser la question de bien le faire ou non. Et donc, nous, on aimerait leur apporter cet outil complémentaire qui va les accompagner dans leur pratique. Donc, en laboratoire, pour faire un petit peu un comparatif, finalement, c'est une analyse qui est très, très onéreuse, donc plus de 200 € pour le particulier, c'est un budget qui serait trop important. C'est un temps d'analyse qui est plus de 2 heures, puisqu'il faut aller placer des capteurs sur l'ensemble du corps, il faut aller courir sur des tapis de force, sur des tapis de course, et c'est souvent réservé aux athlètes professionnels ou à la recherche. Donc notre application mobile, elle est basée sur l'intelligence artificielle pour comprendre, déjà pour scanner l'ensemble du mouvement dans une vidéo. Donc on va finalement ici détecter l'ensemble des points corporels de la personne, on va calculer des métriques, on va calculer des angles, et sur la base de toutes ces données, on va pouvoir faire notre algorithme d'analyse biomécanique qui va prodiguer les conseils à la personne. Donc pour ça, pas besoin de capteur ou de système portatif, tout ce qu'il faut, c'est finalement pour le coureur d'avoir une vidéo de soi en vue sagittale, donc en vue de profil, avec à peu près 10 secondes de vidéo et plus ou moins 2 foulées. Donc comment cela fonctionne? Vous prenez votre vidéo en train de courir ou vous demandez à quelqu'un de vous prendre en vidéo. Ensuite, cela passe dans notre système. Donc l'IA va détecter l'intégralité des points corporels sur la vidéo. Et de là, nous allons dire point par point quels sont les éléments qui fonctionnent ou non dans votre posture. Donc comme David avant, on a un système finalement qui va analyser le corps en entier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup d'objets connectés pour les particuliers se basent uniquement sur un élément de la foulée. Donc vous allez avoir les semelles connectées qui vont analyser vos métriques de pose de pied. Vous allez avoir
d'autres objets connectés qui vont vraiment s'intéresser qu'à une partie. Nous, notre approche, elle est sur l'ensemble du corps. Ce qu'on souhaite, c'est analyser la personne dans l'intégralité de son mouvement et lui fournir une analyse qui soit personnalisée. Pour cela, on va notamment se baser, non pas juste sur ce que l'on voit de la personne, mais également sur sa taille, sur son poids et sur sa vitesse de course. Et donc, ces premiers facteurs vont nous permettre d'avoir une analyse qui soit plus proche de la réalité et qui va aider la personne à progresser. Et donc, une fois que cette analyse est effectuée, on va aider la personne à progresser. Comment? Par des exercices de renforcement sur des groupes musculaires. Donc, on va donner à la personne une liste d'exercices qu'elle va pouvoir pratiquer, qui vont l'aider à acquérir cette bonne posture de course. On insiste là-dessus parce qu'en réalité, on ne souhaite pas que la personne force une certaine posture de course, on souhaite l'amener vers une posture correcte par du renforcement. Puisque si vous forcez quelqu'un à avoir une posture différente de sa posture habituelle, les chances de se blesser, au final, sont plus grandes. Donc l'idée, c'est de travailler sur sa posture, travailler sur son renforcement pour atteindre une posture qui va avoir moins de risques. Donc voilà, soit vous pouvez le faire avec votre téléphone, une tablette, ou bien une caméra de haute précision si vous voulez avoir une analyse qui soit encore plus précise. La partie IA va détecter l'algorithme et les exercices. Donc nous avons travaillé en collaboration avec l'Université de Suffolk qui nous a aidé à récolter des données sur les coureurs, mais également avec le laboratoire de INRIA à Rennes qui nous aide également sur la capture de mouvements pour récupérer des données pour avoir une intelligence artificielle toujours plus précise. Donc voici comment ça se présente un petit peu dans l'application. Ici, on a la vidéo d'un coureur qui est analysé. Donc, il a fourni une vidéo de lui de 10 secondes. Et sur cette base-là, on calcule tous les angles intersegmentaires. Et derrière, on va proposer des explications et des analyses par segment. Donc ici, vous avez la pose du pied. Mais vous avez également la position de la tête, du dos, des bras et des jambes. Et tout cela permet d'avoir une appréciation du mouvement qui soit à l'échelle du corps entier et non pas de seulement un segment. Donc à chaque fois, on met un système de score qui va permettre à la personne de jauger un petit peu où est-ce qu'elle en est dans sa posture. Et comme ça, au fur et à mesure du temps, puisque la biomécanique, vous le savez peut-être, mais c'est quelque chose qui se travaille, donc il faut faire des analyses régulièrement pour voir si l'on progresse. Et donc, ces scores, ces métriques, ces graphes vont permettre à la personne d'avoir une appréhension plus globale de son mouvement. Et notamment, les coachs et les professionnels de santé qui utilisent notre application ont accès à ces métriques calculées de manière automatisée qui, eux, les aident à affiner leur diagnostic et éventuellement donc aider leurs patients. Donc la valeur d'Ochi, c'est d'avoir une analyse corporelle complète. J'insiste vraiment là-dessus puisque un mouvement, évidemment, c'est quelque chose, une sorte d'empreinte particulière pour chacun et il faut le comprendre. Et pour ça, ça ne suffit pas d'avoir un segment, il faut une approche complète. Toutes ces métriques vont aider moins le particulier, mais vraiment les coachs et les professionnels de santé, puisque cela leur permet de gagner du temps dans leur analyse. Ils vont également aider les coachs et les professionnels de santé à mieux dialoguer avec l'athlète ou le patient pour l'aider à comprendre son mouvement, à visualiser ce qui ne va pas dans le mouvement, puis l'accompagner dans la rééducation de ce mouvement. Et enfin, les angles donnent également une approche, une métrique supplémentaire, puisqu'ils sont très utilisés dans les analyses biomécaniques. Donc, qui peut utiliser notre technologie? Nous avons à cœur, nous, de l'amener auprès du particulier. On souhaite que tous les coureurs du monde, finalement, puissent gagner en performance et diminuer le risque de blessure. Nous, c'est vraiment sur cette vision-là que nous avons créé le projet. Maintenant, il s'avère que finalement, on ne sait pas ce qui arrive sur le chemin et qu'on s'est rendu compte que ce soit les kinés ou bien les coachs étaient intéressés par notre solution. Alors on s'est dit, pourquoi pas leur donner aussi une place. Aujourd'hui, on a de très beaux partenariats, notamment au niveau des coachs qui se mettent en place. Et donc, pour eux, l'intérêt, c'est de fluidifier cette communication. Outre l'analyse, c'est de fluidifier cette communication avec l'athlète. La prévisualisation d'un mouvement aide déjà la personne à progresser dans son amélioration.
Je vous remercie pour votre écoute. Donc nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est rendre l'analyse du mouvement accessible à tous, démocratiser les analyses biomécaniques. Merci de m'avoir suivi, si vous avez des questions. Merci Victor. Exploitation. Bon, avec cette présentation, tout le monde va se mettre au sport, s'il y en a qui avaient des doutes ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit ici? Ouais, d'accord, on va pour les 10. Il y avait... Dans la question, c'est dans la présentation, il y avait un paramètre qui s'appellerait temps de suspension, donc on est en train de regarder, effectivement. Alors oui, est-ce que je peux le remettre? Et donc oui, pour la question, excusez-moi, je vous ai coupé. Qu'est-ce qui est mesuré? On a le temps de contact au sol, on a le temps de vol, on a le temps entre les foulées. Donc par temps de suspension, ce qu'on voulait dire, c'était le temps de vol, donc le temps entre deux cycles. C'est le temps de vol, donc c'est entre le moment où le pied se pose une première fois, puis une deuxième. Ah, il y a une question à distance. Voilà. Alors, question à Saint-Herblain, comment est défini le score idéal? Alors on a deux scores, c'est-à-dire que là vous ne le voyez pas forcément dans cette présentation de l'appli, mais on a un score plus global qu'on donne à chaque analyse. C'est finalement un mix de tous les scores que j'ai pu vous présenter par segment, mais avec des pondérations. Donc le score idéal, enfin ce score-là, c'est la synthèse de tous les autres scores. Puisque en réalité, là, on vous présente tous les segments, mais certains segments sont prioritaires par rapport à d'autres, du fait de la réaction en chaîne qu'il peut y avoir dans un mouvement. Et donc, quand on donne ce score global, il va prendre en compte ce paramètre-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit à distance? Oui. Et après, du coup, l'athlète, enfin le coureur, il peut avoir donc voir l'évolution en fait de sa pratique. Et en fonction du morphotype des gens, c'est adapté ou pas? On peut courir différemment, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc oui, on prend en compte la morphologie de la personne. Pour l'instant, dans cette première version de l'application qu'on a sortie, puisque donc, on est une jeune entreprise, nous avons tout juste 2 ans, on s'en tient à ces exercices correctifs. La version sur laquelle on travaille, c'est de quantifier finalement, d'amener la personne sur un plan d'entraînement, donc avec des exercices à des fréquences établies et qui vont lui permettre de travailler les groupes musculaires à risque et donc de pouvoir mieux voir cette progression. Aujourd'hui, entre deux analyses, c'est le score global qui va vous permettre de mesurer votre progression, mais on veut amener plus facilement vers une progression par un plan d'entraînement qui soit réellement personnalisé et donc qui va arriver dans les prochaines versions. Petite question là. Luc. Bonsoir, Luc Lepape, Win. Est-ce que tu peux nous parler de du modèle économique de votre solution? Alors, nous sommes sur un modèle par abonnement. Donc, pour le particulier, il y a la possibilité de s'abonner soit au mois, soit à l'année, mais également forcément au début pour tester le produit et apprendre à l'utiliser. On permet aux personnes d'acheter des analyses en one-shot. Aujourd'hui, on se rend compte que globalement, les personnes partent vers de l'abonnement avec, à notre grande surprise, un abonnement à l'année qui est privilégié. Pour les coachs et les professionnels de santé, nous sommes également sur un modèle à l'abonnement, mais cette fois sans possibilité d'achat d'analyse one-shot, donc uniquement sur de l'abonnement. Autre question à distance, est-ce que vous comptez vous ouvrir sur d'autres sports? C'est une très bonne question, puisque notre première vision, c'était d'avoir cette technologie du mouvement dans l'ensemble des sports, mais c'était sans se rendre compte de l'ambition déjà d'atteindre la perfection dans le running. Et donc oui, on va être présent dans d'autres sports. On y travaille en réalité déjà, mais dans des sports qui seront proches dans les dynamiques de mouvement. On travaille notamment avec l'université de Cardiff et de Loughborough au Royaume-Uni sur un module de sprint. Ils ont obtenu une subvention pour pouvoir
aider Ochi à développer là-bas un module sprint. Donc il y a des partenariats qui se créent en ce sens-là. On espère donc le plus rapidement possible que ce sera sur le marché. Là, je crois que vous avez fait des déçus quand même, parce qu'ils ne sont pas tous au sprint ou à la course à pied. Là. Mais en tout cas, oui, c'est un produit qu'on veut volontairement international. Et pour cause, on est déjà présent et utilisé dans plus de 90 pays, avec des clients dans plus de 30 pays différents. Donc on espère que les coureurs du monde entier vont s'emparer de notre solution. Est-ce qu'elle est en français? Parce qu'on a vu que... Oui, tout à fait. Elle est en français, en anglais et en chinois pour l'instant. Une autre question à distance, c'est ça? Caroline. Il y avait une autre question tout à l'heure, mais c'était pour David. Et puis comme on va passer après à la partie débat, si David, tu veux rejoindre Victor. La question était combien coûte de tester la combinaison et d'avoir l'analyse complète sur une régate, par exemple, pour comprendre un petit peu le business model de ton entreprise. Alors, en fait, comment le modèle économique, pour revenir, donc c'est la location de la valise ici. On est à 1 200 € la journée en fait pour la location. Et c'est vrai que dans le monde du travail, on va travailler finalement une journée entière. Et donc on va faire en moyenne 6 postes dans le cadre de la question. Il y a deux manières de l'envisager. Il y a aussi du sponsoring, voyez-vous. Et donc c'est le premier sujet. Et sinon, dans ce cadre-là qui va être mono peut-être utilisateur, on va rester sur un tarif qui sera un moyen terme sur 800 € la journée à peu près. Et au terme, on a l'ensemble des éléments d'analyse. Alors, on va effectivement, j'ai une ou deux questions pour lancer. Après, ça permettra de lancer d'autres questions à distance ou sur site. Effectivement, on a vu un périmètre, un certain domaine, alors, des réponses rapides pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Est-ce que c'est applicable à d'autres domaines? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu que ça soit... Alors, on a vu la course à pied, mais peut-être de sport ou d'autres domaines. Et pour toi, David, aussi, est-ce que ça peut être dupliqué, même si ce n'est pas fait aujourd'hui, en termes de technologie? Bah oui, en fait, très clairement, c'est duplicable. C'est déjà duplicable à l'ensemble des disciplines du travail. Il y en a énormément. Donc ça va du travail tertiaire, donc en assis devant un bureau, jusque le travail en extérieur. On est intervenu dans le nord de la France, en Belgique, par exemple, avec Bouygues pour le passage de câbles, voyez-vous. Et donc le passage de câbles sur des longueurs extrêmement longues. Donc oui, nous, on a une solution très adaptée, liée au fait, je le rappelle, que comme on a les capteurs sur le corps, on est dans le mouvement. Et donc en fait, on n'a pas besoin de l'analyser avec un suivi de caméra, souvent caméra infrarouge qui pose des problèmes. Sans doute moins de difficultés pour Ochi. Nous, pour ce qui est de l'adaptabilité, on va dire que l'élément qui va être bloquant, c'est l'aspect recherche. C'est-à-dire que notre outil se base sur effectivement des collaborations avec des laboratoires, mais également sur les papiers de recherche. Et il s'avère que quand on parle de biomécanique, il y a énormément de choses à apprendre et de choses encore à découvrir. Et donc, notre ambition, c'est non seulement de suivre ce qui se fait en recherche pour être toujours à la pointe, mais également d'aller chercher cette recherche et d'aller plus loin dans ces champs-là. Notamment, je pense au champ de la prévention de santé, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment sur les différents paramètres pour les lier entre eux et avoir une solution qui soit toujours plus poussée. Plus on a de paramètres et plus c'est difficile d'avoir des études scientifiques qui donnent des résultats probants, ou en tout cas d'isoler chaque paramètre pour vérifier finalement leur effet les uns par rapport aux autres. Et donc nous, notre ambition avec Ochi, c'est d'avoir une précision qui soit telle qu'on puisse utiliser notre outil dans les dispositifs de recherche pour justement comprendre comment intervient la blessure en amont, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui vont toujours déclencher ces blessures. Donc nous, ce qu'on souhaite, notre facteur limitant, ça va plutôt être d'aller chercher plus loin sur la recherche pour pouvoir s'adapter. Question, Corinne ? Il y avait une question sur YouTube. Pour un coureur de marathon et d'ultra-trail, donc le même coureur qui fait ces deux disciplines-là, on le connaît bien, il court à fond. La foulée est très différente. Comment prenez-vous cela en compte ? Alors effectivement, notre solution aujourd'hui pour du trail,
je la recommanderais moins du fait de la variabilité de l'environnement du coureur. Les chocs en trail du fait des terrains rocailleux ou des petits terrains, etc., ça va être, on n'a pas encore cette maîtrise-là. On travaille notamment au développement d'un module qui va être capable par toujours la vidéo de comprendre la force qui est mise dans les foulées pour mieux justement aider ces personnes qui font du trail. En revanche, pour quelqu'un qui fait du marathon sur route ou des courses sur route, bien sûr, notre outil est adapté et va l'aider dans sa pratique. Oui. J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que vous travaillez avec des cabinets de kiné ? Alors je prends Victor. On commence à travailler avec des cabinets de kiné, effectivement. On a même rencontré un groupement qui s'intéresse à nos solutions. Et qui dit kiné dit aussi rééducation. Et on en parlait tout à l'heure avec Stéphane. Alors, vu notre corps d'activité, on est quand même une relative petite équipe, on n'a pas beaucoup de possibilités, mais on a été sollicité pour apporter finalement un soutien aux chirurgiens et aux kinés dans le suivi des périodes de rééducation. Et en fait, ce qui était important, et ce que tu disais, Victor, c'est la possibilité à distance de pouvoir faire l'analyse de ce qui est réellement produit par la personne qui a été opérée ou la personne qui a été blessée dans le cadre de sa rééducation. Parce que finalement, là aussi, le praticien ou le kiné va voir son patient d'une manière échantillonnée. Et donc, entre deux périodes d'observation, que se passe-t-il? Et ça peut être intéressant. Mais c'est aussi un autre aspect un peu plus délicat, c'est intrusif en fait, hein, parce qu'on fait suivi d'individus à distance. Donc, il faut aussi pouvoir mettre des limites. De notre côté, on travaille également avec des kinés. Pas activement, je veux dire, ce sont les kinés qui viennent utiliser notre solution. On n'est pas dans l'idée de développer une solution spécifique pour les kinés. L'intérêt qu'ils y voient, ou en tout cas de ce qui nous est remonté, c'est la possibilité déjà de pouvoir montrer aux patients, finalement, puisque l'analyse, il suffit moins d'une minute pour y avoir accès, c'est de montrer aux patients durant la séance sur un écran la vidéo avec le mouvement, avec les angles, et du coup d'aider la personne à se projeter dans une meilleure façon de courir. Donc ça, plus le fait qu'il soit possible de partager l'analyse à son patient et de laisser des commentaires sur l'analyse, ça crée une sorte de pont entre le kiné et son patient, et va permettre au patient de sortir de la séance avec quelque chose. Et donc de rentrer chez lui et de pouvoir revisualiser l'analyse, re-regarder les commentaires du kiné et ainsi d'avoir un suivi sur la suite. Donc c'est comme ça que les kinés appréhendent notre outil. Notre vision, ça reste tout de même le coureur particulier, mais nous sommes ravis de savoir qu'il y a une application dans leur cabinet. Je voudrais revenir, Caroline, si vous le permettez, sur la notion de trail tout à l'heure. En fait, on a développé, et grâce au CHRU ici, Sandrine le sait, on a pu développer des éléments complémentaires de données qui sont le suivi du regard. En fait, on fait du eye tracking dans l'idée d'isoler les phases de stress. Alors toujours pareil, nous, c'est le monde professionnel, mais dans le monde de la course sur terrain accidenté, ça peut être assez génial, parce qu'en fait, on va pouvoir suivre le regard et regarder où, évidemment, se positionne le regard au moment de la course, et donc de voir le lien qu'il peut y avoir entre le rythme des foulées et l'acuité visuelle. Et donc, évidemment aussi, pouvoir extraire les notions qui sont des notions de tension qui, évidemment, et là je pense qu'on est vraiment complémentaires, on devrait faire des trucs ensemble, peuvent amener des perturbations dans la course en fait. Hein. Donc voilà, on est polyfonctionnel en fait. L'être humain, c'est sa caractéristique. Alors, j'avais une petite question pour tous les deux, un petit peu, parce que on a vu qu'il y a un certain nombre d'applications, voire d'extensions de domaine. Est-ce que, par rapport à vos solutions, alors pas forcément celles actuellement, mais peut-être à terme, est-ce qu'il y a des limites, soit techniques, soit fonctionnelles? Parce qu'effectivement, des fois, des mouvements trop rapides ou trop lents, j'en sais rien, dans les mesures. Alors du côté d'Ochi, effectivement, il y a plusieurs limites qui se posent.
La première déjà, c'est du côté de l'intelligence artificielle et de la captation du mouvement. Donc on a fait une étude en interne pour vérifier la précision et on est très bon sur des paramètres justement temporels, mais sur les paramètres spatiaux, on a encore à gagner du fait qu'il n'y ait pas de cadre de référence dans une vidéo sur les distances. Donc tout notre enjeu, ça va être d'arriver à mieux comprendre la profondeur de champ pour appréhender ces notions de distance. Ensuite, la partie captation des points corporels, pour qu'elle soit le plus précis possible, à un mouvement qui est dynamique, donc dans la course, ça va nécessiter finalement de toujours améliorer son intelligence artificielle dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est en train d'être dans le processus là, de développer notre module d'intelligence artificielle vraiment spécialisé running, là où jusqu'ici elle était spécialisée dans le mouvement, pour justement aller toujours plus loin dans cette précision. Donc ça, c'est la première limitation. La deuxième limitation, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le champ de la recherche, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Indépendamment de la limite physique et de la limite de l'outil, moi je vois deux limites. La première, c'est la limite finalement imposée par les systèmes qui sont les systèmes qui nous entourent, c'est les systèmes économiques en fait qui sont en place. Ça, c'est une vraie limite parce qu'en fait, finalement, les vieilles habitudes, elles sont extrêmement difficiles à remplacer. Et on est dans le monde de l'agroalimentaire ici. Je trouve que l'agroalimentaire breton peine en fait à intégrer ce type de solution, notamment dans le monde du travail. Pourquoi ? Parce que ils sont sur un schéma de fonctionnement qui date d'il y a maintenant longtemps, et ceux qui les font changer, c'est uniquement la pression, et la pression, c'est la difficulté pour les nouvelles générations de rentrer dans l'usine. Et donc évidemment, parce qu'ils ont cette difficulté, ils vont commencer à s'intéresser à nos sujets. L'autre élément économique, c'est le soutien des institutions de financement, sécurité sociale, caisse d'assurance maladie, qui peinent à soutenir ces éléments. Non pas qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont des politiques, mais en fait on sent malgré tout que ces outils-là, ils en ont comme un petit peu peur, parce qu'ils ont aussi peur d'être dépossédés d'une connaissance. Et ça, c'est un gros frein, alors que finalement, nous, c'est un outil de mesure. La connaissance, elle reste complètement intègre, et on permet juste de gagner du temps dans le processus je dirais de captation. Par contre, l'analyse, elle, qui nécessite donc du haut niveau d'application, elle en sortirait grandie, quoi. Donc ça, c'est les deux limites que je vois. C'est plutôt des limites, barrières économiques. Et puis il y a une autre limite, et ça, je suis très sensible à ça. Moi, c'est la limite éthique, parce qu'à un moment, on traite de la donnée, c'est de la donnée individuelle, et donc évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette donnée, surtout que c'est une donnée, on n'est pas dans de la donnée santé fondamentale, on est dans une santé périphérique, mais c'est malgré tout une donnée essentielle, et donc autour de cela, il faut être très vigilant, et vous savez que sur ces aspects-là, le législateur, il est un petit peu en retard, et en fait, il est temps, je pense, qu'il comprenne cette problématique, et puis qu'il légifère. Voilà. Donc, qu'il protège l'individu. Pour moi, c'est une autre limite importante, elle est même essentielle, en fait. Merci. C'est vrai, David, tu anticipes ma question, et ce que j'allais dire, c'est qu'on parle beaucoup de transmission, de partage de données, mais on a assez peu parlé de sécurisation des données, même si ce ne sont pas des données de santé. On peut imaginer, notamment dans le domaine du sport, que je ne suis pas sportif de haut niveau, mais j'imagine que dans un avenir proche où des Jeux Olympiques sont en cours, comment est-ce que moi, sportif de haut niveau, je peux m'assurer que, bénéficiant de ton application, mes données ne soient pas utilisées par une équipe adverse pour noter mes faiblesses et finalement gagner la course à laquelle je me prépare? Je vais donner. Alors, les données qui rentrent dans Ochi ne sortent pas de Ochi. Donc, vous êtes propriétaire de votre analyse, elle n'est pas sur la place publique. C'est à vous de choisir avec qui vous la partagez. Donc, à moins que vous décidiez volontairement de la partager à l'équipe adverse, ce cas de figure ne devrait pas arriver. Mais dans tous les cas, vous avez tout à fait raison sur l'aspect droit à l'image même, et sur la captation des données. Il s'avère qu'aujourd'hui, beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle sont entraînés, notamment sur les performances de sportifs de haut niveau.
cette question se pose. Une intelligence artificielle qui serait entraînée sur la base des mouvements de Rafael Nadal, quel droit a-t-il sur ces données? Comment est-ce qu'on les intègre dans ce circuit d'intelligence? Est-ce qu'il récupère l'usufruit finalement de son travail? Ce sont des questions effectivement que je ramène sur le côté des pouvoirs publics. Il faut anticiper, il faut légiférer pour pas qu'il y ait ce vol massif de données finalement qui ait lieu. Mais nous, de notre côté, tout est fait en interne. Nos données sont soit avec nos labos partenaires, et donc il y a eu des comités d'éthique qui ont été sélectionnés pour avoir accès à ces données, et donc le consentement des personnes en question. Soit ces données viennent des utilisateurs, et à ce moment-là, elles ne sont pas réutilisées dans le cadre d'autres utilisateurs. Je veux dire, on n'utilise pas les données biomécaniques de tous nos utilisateurs pour former une nouvelle intelligence artificielle. On travaille avec les labos pour ça. Alors pour faire, Sandrine, une petite parenthèse qui est géniale, c'est que le numérique c'est super, on vit dedans maintenant, mais il a tendance aussi à uniformiser en fait les comportements, et on est en période de rugby, hein, donc peut-être que tu feras un jour l'analyse de la poussée, de la mêlée, et ce qui nous caractérise, nous qui allons peut-être gagner la Coupe du Monde cette année, les Français, c'est le French Flair. Et donc en fait le numérique s'oppose au French Flair, parce que finalement pour gagner sur des critères standards, il faut jouer toujours de la même manière, et donc évidemment on détruit la notion essentielle de particularité, quoi. Et donc ça c'est extrêmement important. Alors l'autre point aussi qui arrive là-dessus, et on a été sollicité dans le monde du foot. Et c'est pas une blague, hein. En fait, vous avez vu que la levée de fonds record dans le monde du numérique, alors moi ça me fait mourir de rire, mais je suis mal placé, hein, parce que j'ai pas fait cette performance, c'est la collection d'images de foot protégées par des NFT. Vous avez vu ça? C'est Sorare qui fait ça. Ouais, exactement. 680 millions d'euros, je crois, levés pour ça. Et en fait, donc, on a été sollicité parce que il voulait, c'était une idée comme ça, hein, protéger le geste de Mbappé quand il fait, vous savez, son crochet intérieur, et le positionner donc protégé par aussi une signature numérique, quoi. Alors là, ça devient super dangereux parce que joue le législateur, mais là on voit le législateur américain qui dit à Sandrine, t'as pompé Mbappé, tu me dois 680 millions d'euros. Donc là c'est des jeux sur lesquels en fait il y a des esprits espiègles, malins, parce qu'il n'y a pas de législation, et vous savez très très bien, et les Américains sont très forts là-dedans, ils se positionnent là où il n'y a pas de législation. Et après ils en font le Far West, donc ils ont gardé cette notion propre à eux qui est d'aller coloniser les terres vierges. Donc c'est presque stupide, mais quand ça arrive, ce n'est plus marrant du tout, quoi. Merci. Vous avez déjà un peu répondu, mais quand même, je voulais juste être sûre à nouveau. Pour tous les deux, vos modèles initiaux, vous les avez déjà créés, vous ne les implémentez plus avec... Parce que nous, on nous explique que l'IA, ou quand on veut la développer, il faut avoir beaucoup de données initiales pour qu'elle soit correcte. Donc c'est bon, votre modèle il est fini, vous n'allez pas l'améliorer ou mettre plus de données, et vous aussi, parce que vous avez utilisé les travaux des ergonomes, et donc c'est bloqué comme ça, c'est ça? Vous développez de nouveaux projets, mais... La messe est dite. Justement, pour avoir d'autres types de coureurs, Si tu veux. Alors, nous, le modèle d'intelligence artificielle, c'est vraiment la reconnaissance de pose, et il est loin d'être fini. On cherche en permanence à le faire grandir. Seulement, c'est pas simple d'obtenir des données. Donc, on va le faire évoluer comme ça, mais on a... Bon, alors, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des outils de motion capture pour justement avoir des données sur des mouvements. Et après, on va créer des jeux de données synthétiques, donc qui ne sont pas issus de vraies personnes. Donc une personne qui court, on est capable d'en faire 50 jeux de données numériques qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer l'intelligence artificielle. Donc on travaille sur ce module-là pour pouvoir avoir un potentiel de croissance de l'intelligence artificielle qui soit supérieur. Donc c'est un processus, comme la recherche. On itère sur ce qu'on a pour avoir quelque chose de toujours plus précis, toujours plus performant. Mais il faut pouvoir le mesurer, bien sûr, aussi, efficacement. Je ne sais pas si ça a répondu... Ouais. Ouais, Comment ?
Oui, et puis dans le cas de données biomécaniques, c'est contraignant de trouver un panel de personnes, de pouvoir leur mettre les capteurs de manière extrêmement précise pour avoir des données précises, et de le faire sur suffisamment de personnes pour avoir un jeu de données qui soit fiable, exactement. Et donc en démultipliant ce procédé de génération de données synthétiques, ça nous permet d'avoir suffisamment de données pour justement entraîner ces intelligences artificielles. Et dans notre cas, d'avoir une intelligence qui soit vraiment spécialisée sur le running. Puisque j'insiste, chaque mouvement a ses particularités. Donc si vous êtes sur un modèle général, ce ne sera pas du tout les mêmes approches que sur un modèle spécialisé. Question difficile, hein, parce que l'IA, c'est aussi en fait être capable de définir des modèles non anticipatifs, quoi. Et donc autour de cela, nous qui nous intéressons au monde du travail, peut-être que l'IA nous amènera à considérer une modification du monde du travail, dans les rythmes, dans les aptitudes positionnées par les individus, ou les motivations positionnées par les individus eu égard à leur travail. Et donc on pourrait anticiper par l'intelligence artificielle, ou comprendre par l'intelligence artificielle, soit le décrochage de l'humain vis-à-vis de la machine, c'est la question que posait Stéphane, ou l'inverse. En fait, et peut-être que l'IA pourrait nous apporter ces éléments-là par l'intermédiaire de l'analyse du mouvement. L'analyse du mouvement, nous, elle est assez... c'est des seuils, en fait, hein, donc ça, c'est relativement simple. Par contre, la globalité des données enregistrées permettrait de mieux comprendre comment le positionnement de l'individu dans le travail. Et ça peut être super intéressant à faire. Mais c'est plus des études de type sociologique dans ce cas-là. Ça me fait aussi rebondir sur un point, c'est que nous, notre ambition, c'est de comprendre justement cette anticipation. Et pour ça, en fait, aujourd'hui, ce qui manque dans le champ de la recherche, c'est de suivre un individu sur une durée. C'est-à-dire que dans les études scientifiques, donc quand on parle de prévention de blessure, bien sûr, soit vous étudiez l'individu une fois qu'il a eu la blessure, mais à ce moment-là, quand vous enregistrez son mouvement, vous ne savez pas si son mouvement est dû à la blessure ou est-ce que c'est la blessure qui affecte son mouvement. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est suivre les individus, donc pendant des mois, et ainsi voir l'évolution de la posture qui mène à la blessure. Donc c'est des études qui vont permettre de mieux comprendre ces mécanismes qui se mettent en place et qui amènent à une blessure. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque, parce qu'il est difficile de poser des capteurs sur quelqu'un, en tout cas un particulier, dans le cadre de la recherche, sur des périodes longues, et avec une récurrence qui soit, on va dire, à l'échelle des semaines, toutes les semaines. Donc on va pouvoir atteindre... On va prendre une dernière question distance. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas prendre d'autres questions, on aura le temps après pour nous aussi d'échanger, parce qu'il y a nos collègues à distance. Oui, c'est ça, on voit l'heure tourner et on a envie de respecter le timing pour tout le monde. Pour les personnes qui sont ici à Brest, vous aurez le loisir de profiter d'un cocktail après pour continuer à poser vos questions. Je sais qu'à Nantes, il y a un petit cocktail qui se met en place aussi. Et puis si vous êtes proche de Brest ou de Nantes, vous pouvez encore prendre votre voiture pour venir rejoindre ces temps de convivialité. Mais avant de terminer, donc une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous avez développé votre propre moteur d'IA ou est-ce que vous vous appuyez sur une IA ouverte ou les nouvelles modes de ChatGPT, etc. Voilà. Alors de notre côté, on n'a rien en lien avec ChatGPT. L'expertise biomécanique, c'est une expertise interne, c'est pas juste quelque chose qu'on va piocher en boîte noire sur Internet, puisque ChatGPT, il y a aussi ce problème de contrôler la sortie pour savoir exactement qu'est-ce que va dire l'intelligence artificielle, ce n'est pas réellement possible. Et nous, on veut contrôler la qualité de ce qui sort, donc tout est en interne. Après, pour ce qui est de l'intelligence artificielle d'estimation de pose, aujourd'hui, on utilise un modèle open source. Mais comme je vous le disais, on en voit les limites. Et c'est pour cela qu'on a déjà mis en place le processus pour arriver à cette intelligence artificielle spécialisée dans le running. Alors vous avez peut-être suivi l'actualité, vous avez vu que OpenAI était en grosse difficulté là, parce que elle est tellement ouverte qu'elle ne sait pas contraindre les données qu'elle reçoit.
Et en fait, on vient de comprendre que même cette intelligence artificielle allait subir des travers de type psychologique. En fait. Donc ça, c'est paru, je crois, très très récemment. Et donc c'est un bug, mais c'est pas un bug, c'est une problématique de principe qu'ils ne savent pas arrêter. Donc ça risque de poser quelques perturbations. Et nous, on serait plutôt orienté, un peu comme tu le disais, Victor, sur l'open source, parce que développer un moteur par nous-mêmes, en fait, ça n'aurait pas beaucoup de sens, même si effectivement ça pourrait valoriser un peu, mais non, l'open source, l'open innovation, ce qui se passe dans tous ces domaines, c'est passionnant, et donc on serait plutôt en veille sur ces sujets-là. Si je peux passer un dernier petit message de notre côté, donc nous sommes une start-up, une jeune start-up, et nous sommes en période, comme toutes les start-up qui le traversent, de recherche de financement. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui sont très intéressées par le running et qui souhaitent rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à me contacter, on sera plaisir de venir en parler avec vous. Et oui, c'est un beau message, puisqu'effectivement, il faut se lancer. Donc, on aura l'occasion, en tout cas, merci à Victor et David. On pourra nous compléter les questions, je dirais, juste après la présentation. Effectivement, je vais laisser la parole à Caroline pour clôturer cet événement. En tout cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les deux pour vos interventions et puis merci Stéphane pour cette animation. Je vais laisser Sandrine peut-être présenter les prochains événements du WIN. Merci. Tu me prends un peu sur le vif, pardon. Les prochains événements NUN, ils sont nombreux. On en a fait le listing ce matin, donc l'agenda n'est plus complètement à jour. Prochain événement à Nantes, on aura le plaisir, Stéphane, d'aller te voir à domicile sur City Healthcare 2023, où on aura la chance de présenter le centre de l'innovation. Prochain atelier de WIN le 5 octobre, qui va être consacré au design thinking, une démarche participative dans l'innovation en santé, et nous serons présents également le 18 octobre au 5e forum de l'économie organisé par le Brest Métropole, où seront sur place les différents acteurs de l'écosystème brestois et breton. D'autres événements bien sûr, mais après je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, à vous connecter sur notre compte LinkedIn et vous aurez tous les événements en temps réel. Voilà, que dire de plus qu'on est content d'aller à Nantes. Oui, je suis content de vous recevoir. Merci Sandrine. Côté ADN Ouest, on a fait un petit extract aussi. Bon, vous serez présents au même endroit avec la communauté santé, a prévu quelques actions, je crois, également en septembre à Nantes. Et puis sinon, vous avez, donc là c'est des extractions de l'agenda qui est disponible en ligne, où vous voyez que le 21 septembre à Gouenou, donc en Finistère, la communauté infra et services et les adhérents finistériens proposent un événement autour de la conteneurisation et une visite d'un des data centers du groupe Asten. En visio, le 27 septembre, c'est la communauté infra qui vous proposera un webinaire. La communauté management a sorti un nouveau concept qui est autour des cafés du management pendant 1 heure. En fait, quand on travaille la thématique management, l'envie de partager avec ses pairs. Les petits webcafés d'accueil qui reprennent après l'été. Donc, c'est 1 fois par mois quand vous venez d'adhérer. Vous avez la possibilité d'avoir un format visio en 3/4 d'heure sur l'heure du déjeuner pour découvrir un petit peu l'association, poser vos questions, personnaliser tout ça. La communauté management début octobre qui vous proposera un autre événement en visio, cette fois-ci sur l'engagement et le désengagement. Donc vaste sujet quand on connaît la difficulté de recruter dans le secteur du numérique. Et puis fin novembre, si vous voulez déjà prendre date, la communauté Data et IA et les Finistériens vous proposeront un événement du côté de Quimper avec des retours d'expérience. Il y a déjà eu un premier épisode début juin qui est accessible sur l'espace ressources, et puis là il y a l'épisode 2 avec d'autres retours d'expérience fin novembre. Donc c'est un extrait, mais voilà, ça vous donne un petit peu une teinte de la diversité des événements qui peuvent avoir lieu. Et comme à chaque fois, on demande d'avoir vos retours, vous en tant que participants, sur l'événement. Donc ça, c'est un lien Klaxoon où il y a un pseudo qui vous sera demandé pour avoir un peu votre retour sur cet événement. Parce que si les événements qu'on propose ne
correspondent pas à vos souhaits, il faut qu'on corrige le tir. Donc c'est un klaxon qui est pour les personnes en visio et les personnes ici à Brest. Ma collègue Marina a prévu un autre klaxon pour les personnes qui sont à Saint-Herblain chez William. Donc voilà, je vous laisse terminer là-dessus. Et puis il me reste à remercier une nouvelle fois Sandrine pour l'accueil au WIN. À nouveau les intervenants et Stéphane pour avoir fait le trajet de Finlande pour cette animation de la communauté de santé en Finistère, une première. Et pour les personnes qui sont en visio, je vous souhaite une très belle soirée. Et les personnes qui sont à Brest et à Saint-Herblain, un très bon cocktail et des bons échanges à venir. Merci. Merci à tous.